Bonsoir. Comme vous le savez, la Cité de l'Architecture présente jusqu'au 5 juillet la très belle exposition Kinshasa Chronique, coproduite avec le MIAM. Celle-ci présente environ 70 artistes congolais en art visuel, sculpteurs, performeurs, vidéastes et photographes de la jeune garde qui nous donne à montrer une évocation d'une grande ville contemporaine africaine qu'est Kinshasa. Malheureusement, elle ne va pas partir en itinérance car avec la Covid, nous avons prolongé. Et donc, j'insiste vraiment à venir la voir si vous êtes à Paris ou sinon sur notre site web, il y a des visites virtuelles organisées de l'exposition jusqu'au 5 juillet. C'est dans ce cadre que nous organisons ce soir cette soirée. Je tiens à remercier tout particulièrement Olivier Mukiandi de l'association Congo Na Paris, qui est une association de la diaspora congolaise en France, qui nous a proposé cette soirée avec la Fondation Carmignac et son prix de photojournalisme, qui a récompensé Finbar O'Reilly, photographe, sur un projet assez extraordinaire au Congo. Je remercie Emery Glaise, directeur de ce prix, d'être ici ce soir, qui est derrière moi, et bien sûr Kapigna Sephora Lukoki, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, je l'ai peut-être un peu écorché, excusez-moi, qui va être la modératrice de cette soirée. Donc, je propose de passer la parole tout de suite à Olivier, qui va nous présenter plus précisément les invités et le sujet. Donc, sachez que nous sommes en live avec une partie des invités ici à Paris et d'autres en direct, en visio du Congo et en Éthiopie. Donc, je remercie notre régisseur Florian de cette prise de Facebook, qui est parfois un peu compliquée. Je m'excuse s'il y a des petits bugs en avance. Nous espérons très vite avoir notre public dans nos murs pour les prochaines soirées de la plateforme de la création. Et je vous souhaite tous une très bonne soirée et de tous vous retrouver à la rentrée pour d'autres soirées autour des Afriques. Olivier, c'est à toi. Merci Fiona merci Fiona et merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de nous accueillir ici. Pour cette rencontre tripartite entre la Cité, Congo Na Paris et la Fondation Carmignac et plus particulièrement le prix du photojournalisme. Rapidement, pour présenter Congo Na Paris, c'est une association qui existe depuis 6 ans, qui a pour but de fédérer la diaspora congolaise et les amis du Congo autour de la culture congolaise et de toutes les initiatives qui concernent l'axe Kinshasa-Brazzaville, parce qu'on est axé sur les deux Congos et plus particulièrement, on organise depuis quelques années déjà le salon annuel de la diaspora congolaise sur 2 jours où il est question de passer en long et en large la culture congolaise et aussi également de s'interroger un petit peu sur cette diaspora congolaise en dehors du pays. Donc, en tant que notamment notre activité, on est partenaire de cette magnifique exposition qui se tient jusqu'au 5 juillet. On est très très fiers de la défendre. Alors, concernant la rencontre de ce soir, on avait 2 invités deux invités qui devaient être avec nous. Donc, Crézance Poulouzi Mouteba et Bénédicte Kombo Njoko. Et qui sont hélas absents ce soir parce que pour des raisons familiales pour l'une et des raisons médicales pour le second, mais qui sont de tout cœur avec nous et qui sont fortement engagés sur l'actualité congolaise et plus particulièrement sur ce qui se passe à l'est du Congo. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Émeric. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, nous aussi, avec le projet Congo in Conversation, nous sommes ravis d'être là. Marche mon micro? Ah, d'accord. Je vais vous présenter la fondation en quelques mots et puis après, on va surtout parler du projet et des photographes et du Congo. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. En quelques mots, la Fondation Carmignac est une fondation d'entreprise qui a maintenant 20 ans, qui est principalement axée sur l'art contemporain,
C'est une collection à la base, au tout début. C'est une fondation qui a évolué avec le temps sur plusieurs projets. Un très beau projet, si jamais vous allez dans le sud de la France, à Porquerolles, qui est la Villa Carmignac, qui est un musée qui ouvre tous les étés sur l'île de Porquerolles. Et pourquoi on est là ce soir? Le prix Carmignac du photojournalisme. Donc, le prix Carmignac du photojournalisme a été créé en 2009, donc à plus de 10 ans maintenant. C'est un prix qui a la spécificité d'aider chaque année un reportage à se faire et à être montré. Donc, chaque année, on propose une zone géographique de travail. Donc l'année dernière, c'était le Congo. L'année d'avant, on était en Amazonie. L'année d'avant, on était en Libye. Enfin, voilà. Et un jury choisit un projet. Donc un projet d'un photographe et d'un journaliste. Ça peut être, on a eu plein de configurations différentes. Et le lauréat sélectionné a 6 mois pour faire son projet et une bourse de 50 000 €. Ce qui dans la profession est beaucoup parce que, pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand un photographe part en reportage, les reportages à long cours, c'est à peu près 2 semaines de travail. Donc là, le photographe a 6 mois. À son retour, on fait une exposition, un livre, et on travaille avec d'autres organisations sur plein de sujets. Mais cette année, en fait, donc c'est Finbar Aurélie qui a gagné le prix. Comme tout le monde, on a été pris de court par l'arrivée de la Covid et puis la fermeture des frontières, enfin toutes les difficultés que ça a mis en place. Et donc, on a, avec Finbar, cherché un moyen de faire que le prix se fasse. Parce que pour nous, c'était impossible qu'un prix de journalisme ne se fasse pas pour une raison, pour cette raison-là, parce que c'est le principe même du journalisme. Et donc, a été monté donc le projet Congo in Conversation, qui est un projet qui a été mis en place avec 15 photographes congolais pour documenter le Congo d'aujourd'hui, leur Congo à eux, avec des enjeux qui sont les enjeux du prix, donc qui sont principalement des enjeux de droits humains, mais qui sont aussi, et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé ce qui a intéressé le jury et qui a vraiment été montré avec Congo in Conversation, c'est cette vision positive du Congo. On a, nous en Europe, à travers les médias, toujours un peu la même image du Congo. On a toujours les mêmes histoires qui reviennent, on va dire, aux oreilles. Et ce qui là nous a intéressé, c'est de découvrir en fait plein de facettes du Congo que nous-mêmes, en tant qu'Européens, on ne connaissait absolument pas. Voilà, donc c'est aujourd'hui quasiment 1 an de travail. On continue encore. On a fait notre dernier reportage a été publié il y a même pas 10 jours, il y a moins d'1 semaine. Et c'est un projet qui va continuer encore quelques temps et qui se transforme au fur et à mesure en exposition itinérante, dont on a la 2e qui va ouvrir dans quelques semaines à Anvers, en un livre, etc., etc. Donc voilà, c'est un projet qui est en cours de création et qu'on espère va continuer encore longtemps. Du coup, Aymeric, moi j'aimerais savoir pourquoi cette année, l'année dernière plutôt, le Congo a été choisi par le prix Carmignac. Pourquoi ce pays, avec tout ce qui se déroule, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs facettes au Congo. Donc pourquoi avoir choisi le Congo? Alors, on ne choisit pas tout seul. On a mis en place un système avec les années. Comme je disais, en fait, sur plusieurs aspects, on travaille avec des ONG, d'autres fondations, des organisations internationales. Et qui vont nous aider pour plein de choses, que ce soit au niveau logistique sur place. Enfin voilà, on a beaucoup de partenaires. Et chaque année, en fait, au moment où on veut choisir une zone pour le prix d'après, on consulte tous ces partenaires avec cette idée, avec cette question qui est: quelle est pour vous la zone aujourd'hui où il y a des problématiques de droits humains et des problématiques environnementales qui sont fortes, mais dont on n'entend absolument pas parler dans les médias traditionnels. Voilà. Ou qui sont au moins sous couvert, quoi. De ça, on reçoit, on va dire, c'est étrange parce qu'on a toujours en fait les mêmes zones qui reviennent chaque année. Enfin, pas chaque année, mais je veux dire, quand on demande à un moment, en fait, on a les mêmes zones qui arrivent au même moment. Généralement, c'est entre 3 et 5 zones. Et après, nous, à part
Par contre, c'est un choix de la fondation. La zone finale, c'est un choix de la fondation en fonction du continent, voilà, pour ne pas se répéter, pour ne pas être 2 années de suite dans le même continent, etc. Mais vraiment, au début, c'est vraiment aller voir tous les gens avec lesquels on travaille, tous les gens qui sont sur le terrain, et leur dire, voilà, pour vous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où il y a une... alors, c'est pas obligatoirement une violation, mais où les droits humains et les droits environnementaux sont questionnés, et malheureusement, ça n'arrive pas jusqu'à nos oreilles. C'est vrai que merci, c'était important de le rappeler parce que la problématique en RDC, c'est que, bien évidemment, ça fait plus de 25 ans qu'il y a une guerre à l'est de la RDC qui est très très peu médiatisée, je pense qu'il faut le dire. J'ai lu récemment dans un article de Relief Web que en 2018, le New York Times aurait couvert du coup la guerre à l'est de la RDC seulement du coup 4 fois en un an, et concrètement, alors que le conflit syrien 61 fois. Pour vous dire à quel point il est très peu médiatisé. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec tout ce que vous avez dit, du coup, les quinzaines de photojournalistes sur place, les photographes, les journalistes ont eu à cœur du coup de pouvoir montrer différentes réalités. Parce qu'il n'y a pas seulement il y a eu la crise du Covid, mais il y a eu également du coup, on montre également du coup les enjeux écologiques et différentes thématiques. Et pour continuer, Finbar, Aurélie, si vous m'entendez. Oui, du coup, bonjour Finbar, vous allez bien? Oui, très bien, merci, je vous entends bien. J'ai peu de problèmes de connexion. Alors, j'ai mis mon téléphone et aussi mon ordinateur. Alors, j'espère que vous m'entendez sur l'ordinateur. D'accord, super. Du coup, dans un premier temps, est-ce que vous pourrez vous présenter? Est-ce que vous connaissez bien la zone? Est-ce que vous pourrez vous présenter, que le public puisse en se connaître un peu plus davantage sur vous? Oui, bien sûr. Bon, moi, je m'appelle Finbar O'Reilly, je suis un photographe indépendant et ça fait environ 20 ans que je travaille au Congo, mais pas tout le temps, mais je reviens souvent. J'ai vécu au Congo pendant quelques années, au début de 2001-2003. Et j'ai suivi plusieurs événements, les élections et les événements politiques aussi. Et quand j'ai vu que le prix Carmagnac avait proposé le Congo comme un sujet de reportage, j'avais bien sûr postulé parce que c'est un pays qui est assez proche à mon cœur. Et je voulais vraiment faire quelque chose qui montrait des éléments du pays qui sont plus nuancés, pas les images typiques qu'on voit souvent du pays. D'accord. Et du coup, sur place avec les photojournalistes, quels sont du coup les sujets peut-être marquants dont on pourrait développer, qui ont été évoqués? Je m'excuse, est-ce que vous pouvez encore répéter la question? Oui. Non, je disais du coup sur place, vous avez du coup traité de plusieurs sujets avec les photojournalistes, que ce soit, qu'on peut le voir dans les différentes images qui vont arriver, on voit des photos des fois de sapeurs, la sapologie, on voit également du coup en ce qui concerne parfois l'écologie, l'environnement, il y a vraiment des sujets divers qui sont traités. Et ce qui est fort en fait dans ces photos, c'est qu'on voit toujours en fait la force, je dirais, des Congolais. Comme le disait Émeric tout à l'heure, on voit toujours différentes facettes en fait du Congo, des Congolais. Il n'y a pas une facette du Congo, il y a vraiment plusieurs facettes. Oui, en tout cas, l'idée, quand on a décidé de faire le reportage pendant le pandémique, c'était vraiment question de donner l'opportunité aux photographes congolais de représenter leur pays, leur communauté. Alors, les images qu'on voit, c'est vraiment les images de la vie quotidienne de nos collaborateurs, nos photographes qui ont participé dans le projet. Alors, ça montre tous les éléments. Je pense on a touché sur l'environnement, on a touché la question de... Ah, on a un petit bug avec Finbar. D'accord. Mais on va essayer du coup de continuer. Et Émeric, dites-moi, est-ce que du coup... excusez-moi. Qu'on ne pense pas beaucoup chez nous, mais au Congo, c'est la préoccupation principale. D'accord. Et d'accord. J'ai pas bien compris la fin. C'est pas grave. On va essayer de reprendre petit à petit.
Du coup, j'avais aussi une autre question, du coup, pour continuer, Finbar, je reviens vers vous. Pour continuer, Aymeric, j'avais une question. Est-ce que, du coup, les photographes sur place, est-ce que vous savez ce qu'ils travaillaient ensemble? Comment ça se passait? Parce qu'ils sont tous basés à Goma, c'est ça? Du coup, est-ce qu'ils travaillent Non, ensemble? ils ne sont pas tous passés à Goma. Et quand on a lancé le projet, on a, en fait, c'est Finbar vraiment qui avait les connexions au Congo. Et on avait cette idée de pouvoir, comme c'était un moment où on ne pouvait pas se déplacer, où les frontières étaient fermées, plus personne n'avait le droit de sortir chez lui, l'idée c'était de pouvoir avoir une personne un peu à chaque coin du Congo qui puisse documenter au moment. Donc, bon, c'est vrai que les principaux photographes sont à Kinshasa ou à Goma, mais on a travaillé sur d'autres régions. Et en fait, c'est des photographes qui ne se connaissaient pas au début du projet, ou peu. Il y en a certains qui se connaissaient, mais voilà. Et c'est vrai que c'est un peu une communauté, une famille qui s'est mise en place avec les mois de travail. Comme je disais, ça va faire un an. En fait, je disais ça fait presque un an, mais non, ça fait un an qu'on a lancé le projet, plus d'un an maintenant. Au fur et à mesure, en fait, les choses se sont construites. Ça, c'est quelque chose d'assez magique à la Fondation. C'est qu'on est arrivé avec Finbar en disant on veut monter le projet. Il faudrait qu'on puisse avoir un budget pour le faire. Et puis on nous a dit oui. Et puis du coup, on a commencé, mais on a fait des crash tests. Hein. Après crash tests, c'est même moi qui, une nuit, ai mis en ligne le site internet. Vraiment, l'idée, c'était de pouvoir faire quelque chose pendant cette pandémie. C'est-à-dire que tout le monde était bloqué, tout le monde était arrêté. Et on nous a dit, votre reportage, vous ne pourrez jamais le faire. Nous, le défi qu'on a eu avec Finbar et l'équipe qui s'est mis en place, c'est si le reportage, on va le faire. Et ce qui a été assez magique, c'est qu'au Congo, les photographes ont répondu exactement pareil. Parce que bien entendu, on leur dit, attendez, on ne veut pas vous forcer à sortir, vous faites ce que vous voulez, etc. Et en fait, ça a été le contraire. Ça a été, non, au contraire, on veut montrer ce qui est en train de se passer ici aujourd'hui, etc. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé où on avait plutôt des sujets autour de la Covid, parce que c'était les sujets, principalement les marchés qui s'arrêtaient, etc. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'est développé. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, avoir, comme vous dites, des sujets, alors bon, on a eu des sujets sur le volcan, obligatoirement, parce que c'était les infos de la semaine dernière, mais des sujets sur les mines d'or, des sujets, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, l'équipe s'est vraiment construite, les gens ont commencé à travailler ensemble et à collaborer, et on a enrichi, on a eu des projets et des sujets de plus en plus complexes qui ont été mis en place. Et ce que je trouve aussi important pour souligner la particularité de ce projet, c'est aussi en fait que ce soit fait par des photographes locaux. En fait, c'est pas forcément, c'est pas des personnes extérieures, mais c'est des personnes qui vivent, c'est des personnes qui connaissent la RDC. Est-ce que ça a été aussi un choix pour Finbar ou pour vous de faire ça comme ça? Finbar, tu nous entends ou pas? Pour que, et s'il y a un problème de connexion, vous pouvez répondre, Aymeric aussi. Mais bien sûr, je crois, le Congo, c'est un pays qui, depuis l'époque coloniale, et même avant, qui était vraiment, l'histoire du pays était racontée par les étrangers. Et moi, je faisais partie de ces étrangers qui racontaient souvent l'histoire du pays, comme journaliste. Mais on voit de plus en plus que vraiment l'importance d'avoir les voix locaux qui racontent l'histoire propre de leur pays. Alors vraiment, l'idée, c'était d'avoir les deux perspectives en même temps, parce que je crois parfois il y a une perspective que quand je viens comme étranger, les bagages, toute l'histoire avec moi, autant pour on peut montrer aussi ce qui leur intéresse, qu'est-ce qui est important pour les photographes qui sont basés au Congo. Parce que ça va vraiment donner une perspective très différente de ce que moi je vais peut-être chercher. Et non seulement pas pour le journalisme ou les photographies, mais dans plusieurs domaines. Mais au niveau de journalisme, il y a souvent des opportunités pour ces jeunes photographes. Avec la Fondation Carmagnac, ils ont vraiment donné l'opportunité avec la plateforme et les finances pour que ces photographes peuvent partager leur travail à l'extérieur du pays. Alors, c'est vrai que nous, on a publié les images et les reportages de ces photographes congolais et congolaises, mais après que nous publions ces images, ça sort souvent dans les autres médias. Alors,
Ça peut vraiment voyager, non seulement dans le livre et dans l'exposition, mais aussi dans les autres médias. On a vraiment vu ça dans les dernières semaines, avec l'éruption du volcan à Goma. Il y a presque toute l'équipe qui se sont impliquées dans le couvrage de cet événement, et leur travail a été publié à travers le monde, dans tous les journaux, magazines internationaux, Time Magazine, National Geographic, New York Times, Washington Post, Le Monde, RFI, plusieurs médias européens. Et ça, c'était vraiment, c'est dommage que ça prend une catastrophe comme une éruption volcanique pour que leur travail soit vraiment reconnu. Mais la façon qu'ils ont réagi et la qualité de leur travail qui était publié par les grandes agences, Agence France Presse, Associated Press, ça montre vraiment le travail qu'ils ont fait pendant cette dernière année, et aussi le soutien du Fondation Carmignac à leur développement aussi. Merci Finbar. Et du coup, pour revenir du coup vers Raïssa. Raïssa, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Raïssa. Ah, mais je pense qu'aussi il y a un petit problème de connexion du côté de Raïssa. Ou est-ce qu'elle m'entend? D'accord. Je pense que d'ailleurs cette œuvre que vous voyez, il me semble que c'est cette photographie, il me semble que c'est du coup c'est une photo de Raïssa, vraiment que j'ai vue sur Kilo aussi, que je trouve vraiment qui montre beaucoup de force du coup du côté de la jeunesse congolaise. Raïssa, vous m'entendez? Oui, je vous entends exactement. Ce sont les photos que vous venez de montrer là maintenant. Raïssa, dites-moi, avant de commencer, est-ce que vous pourrez vous présenter? Je sais que vous êtes une passionnée du Congo, une passionnée de la jeunesse congolaise. Dites-nous-en un peu plus sur vous. Pareil. Ça, je suis congolaise. Je suis née à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. J'ai 24 ans. Et je suis photographe, que je fais la photographie. Et dites-moi, Raïssa, comment avez-vous du coup vécu cette crise du Covid en RDC? Parce qu'on voyait que vous l'avez couvert pendant toute cette partie. Comment est-ce que, en tant qu'artiste, vous l'avez vécu? Parce qu'on nous a dit que vous n'avez pas eu peur du coup d'aller sur le terrain, malgré, je pense, les conditions sanitaires. Qu'est-ce que vous avez ressenti? On a un petit souci de connexion aussi du côté de Raïssa. Et c'est pas grave, on va revenir vers elle ultérieurement. Est-ce que par hasard Gershom m'entend ou pas du tout? Bon, c'est pas grave, on va revenir vers eux, on va continuer du coup, on va continuer notre conversation. Et du coup, comme je le disais, ces différentes photos nous évoquent vraiment cette force du côté de la jeunesse congolaise, mais pas que, et relatent vraiment du coup de toute l'actualité au Congo. Quand je vois cette photo, ça représente beaucoup de choses. Est-ce que Gershom m'entend cette fois ou pas? Cette fois? Est-ce que du côté de Gershom... Bonsoir Gershom. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Ça va. Dans un premier temps, Gershom, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Gershom Debo, photographe, journaliste. Je suis basé ici à Goma. D'accord. Gershom, j'aimerais savoir comment as-tu vécu du coup toute cette crise sanitaire que tu as couvert en tant qu'artiste, en tant que Congolais. Comment as-tu ressenti du coup tous ces moments et comment as-tu vécu tout ça sur place? Pour moi, la crise sanitaire, c'était un peu un choc d'un côté, mais aussi sur ma carrière professionnelle, c'était une ouverture. Faire partie du projet Congo in Conversation, c'était pour moi une ouverture, donc c'était la porte d'entrée à photojournalisme. Je faisais la photojournaliste
l'accompagnement de prix Carmignac, ça m'a permis de me développer un peu plus vite et ça m'a permis aussi de développer ma capacité professionnelle. Quels sont peut-être les sujets que tu aimes le plus traiter au Congo? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu aimes plus traiter? Personnellement, je dirais que ce qui m'intéresse plus, c'est l'aspect social de la communauté, sur tous les aspects, quoi. Donc, être au cœur de la communauté, voir tout ce qui bouge dans la communauté, documenter la vie quotidienne, les défis. Donc, c'est ça le sujet, l'humain au centre de mon travail. Du coup, en parlant de vie quotidienne, comme on le voit sur ces images avec la MONUSCO, on sait qu'il y a eu beaucoup d'indignation concernant du coup leur présence en République démocratique du Congo à l'Est, où la population leur reprochait de ne pas assez les protéger. Est-ce que tu as pu du coup prendre en photo, je pense, cette indignation? Comment était le climat en RDC du coup par rapport à ça? Tu vois, on vit dans un contexte où c'est un peu insécure avec de groupes armés un peu partout. Et je dirais que nous hébergeons une grande partie importante mission des Nations Unies sur la protection, appelée la MONUSCO. Leur mission ici, c'est la stabilisation de la paix. Et on s'est dit que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux, quoi. C'est pour cela, pendant un moment, il y a eu des indignations au niveau de la population et la population s'est élevée pour essayer de voir si la MONUSCO va essayer vraiment d'accomplir la mission. Les indignations étaient de deux sens. La première, c'était de dire la MONUSCO doit partir ou soit ils doivent accomplir leur mission. C'était ça, les deux aspects de l'indignation de la population. D'accord. Et en ce qui concerne du coup l'éruption du volcan récemment à Goma, comment s'est passé du coup en tant que citoyen, en tant que photojournaliste, comment tu l'as vécu également, le fait d'aller sur le terrain, alors que ça a été vraiment une crise, ça l'est encore, une crise très 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 difficile pour l'Est de la RDC? Attaquer citoyen, j'étais chez moi calmement, je me reposais, c'était un samedi. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit, écoute, Gershom, fais-moi une photo. Le volcan fait beau aujourd'hui. Donc, sorti, j'ai essayé de faire la photo, mais c'était un peu différent que d'habitude. Et tant que citoyen, je me suis dit, donc, je suis rentré dans la maison. J'ai pris mes documents en premier, mon appareil, mais j'ai dû faire encore 3 tours pour récupérer les accessoires. Mais après, c'était l'idée de documenter exactement ce qui se passe qui me touchait à cœur. Donc, je me suis dit, aussi documenter ce qui se passe. Donc, j'étais toujours entre les deux. D'accord. Merci beaucoup, Gershom. Est-ce qu'on a repris du coup la connexion avec Raïssa? Est-ce que Raïssa est de retour? En tout cas, on le voit avec ces photos, elles sont très 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 fortes encore, avec les déplacements de la population. Elles sont surtout très belles. Et moi, j'ai une question quand on va les avoir tout à l'heure, que j'aimerais bien leur poser. Je voudrais savoir leur formation. Parce que ça m'intéresserait de savoir si c'est des autodidactes, s'ils ont suivi une école. Parce que je trouve que les photos elles sont vraiment remarquables et d'une qualité vraiment exceptionnelle. Raïssa, tu nous entends? Oui, je vous entends. Du coup, comme mon collègue Olivier le disait, quelle a été ta formation? Est-ce que du coup, tu es autodidacte, tu as appris toute seule, tu as pris ton appareil photo et tu as commencé du coup à photographier le public, l'espace, ou est-ce que du coup, tu as suivi une formation? Pour commencer, j'ai été seule
Donc, j'ai commencé seule. Mais pour apprendre beaucoup plus, il m'a fallu faire des formations. Donc, j'ai été formée. J'ai participé à plusieurs formations. D'accord, parce que Raïssa, je voulais dire, nous d'ici, on est à Paris et moi j'ai eu l'occasion de voir quelques-unes des photos exposées en plein cœur de Paris, à 2 pas de l'hôtel de ville, donc vraiment au cœur de Paris. Et on voulait vraiment vous dire que c'était des photos vraiment magnifiques. Et dans votre travail, alors, je remarque, alors vous allez me dire si c'est vrai, si mon interprétation est vraie ou fausse, mais je remarque qu'il y a vraiment cette volonté d'immortaliser les femmes. Et on sait qu'à l'est du Congo, les premières victimes, ce sont quand même les femmes, et de montrer la force de ces femmes. Je voulais savoir si c'était vraiment on le voit ici avec le point levé et les maillots de la Congo RDC. Je voulais savoir si les femmes, c'est un sujet pour vous qui est vraiment important pour vous. Je suis une femme congolaise et je vis ici au Congo. J'ai grandi ici. J'ai vécu des choses, je suis à beaucoup de choses. Et ce qui fait à ce que je puisse comprendre mieux, c'est qu'elle traverse la femme congolaise dans la communauté congolaise. Donc, en même temps aussi, il y a une beauté congolaise. C'est que la femme congolaise représente parce que la beauté congolaise elle-même, elle est incarnée par la femme congolaise. Du coup, en même temps, j'essaie de montrer la beauté congolaise et montrer la force de la femme congolaise. Parce que je me dis souvent que, bien sûr, la femme congolaise, elle est passée par beaucoup de choses, mais aussi, cette même femme, c'est elle la force de la République démocratique du Congo. Elle est la force quand elle travaille, quand elle aime, et quand elle travaille pour changer les choses. Et avec la photographie, j'ai remarqué que quand une femme congolaise veut faire quelque chose, quand elle veut changer quelque chose, elle le fait et elle le fait très bien. Du coup, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus sur les femmes, mais pas seulement sur les femmes, parce qu'aussi, je travaille sur des sujets des hommes. Mais en même temps, j'essaie de montrer ça parce que la force de la femme congolaise, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ignoré, c'est quelque chose qui n'est pas trop respecté. Alors, du travail, j'essaie de montrer ça, la beauté de la femme congolaise. J'essaie de montrer sa force, son courage et voilà. Il y a autre chose aussi que je voulais savoir, c'est par rapport à justement avec ce métier que vous pratiquez, le photojournalisme. Est-ce que dans des conditions qui sont celles de l'Est du Congo, est-ce que quand vous prenez vos photos, est-ce que vous risquez votre vie? Oui. Ouais, la plupart des fois, c'est ça, parce que dans le photojournalisme, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'hommes qui disent que ça, c'est pas un travail de femme, c'est toujours un travail des hommes, que tu peux pas faire ça. Et beaucoup de personnes me disaient que non, toi, tu peux pas arriver à faire ce travail parce que c'est trop dur pour toi. Comme le font les hommes, si une femme veut changer les choses, si c'est un travail risqué, il n'y a pas de travail risqué pour les hommes. Donc, il n'y a pas de travail d'homme, il n'y a pas de travail de femme. Donc, si une femme veut changer quelque chose, peut faire le même travail que fait un homme. C'est un travail risqué, mais aussi c'est un bon travail parce que je me dis, avec ça, les choses, ça change. Parce que les gens voient de leurs yeux ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut encourager. Pour moi, je ne trouve pas ça trop dangereux parce que c'est le travail que je fais, c'est ma passion et c'est ce qui me permet de m'exprimer le plus. J'y arrivais pas avant la photographie, j'y arrivais pas avant le photojournalisme. C'est un travail comme tous les autres. Et je dis toujours que tous les travails sont dangereux ou pas. C'est vrai que ça dépend, mais est-ce que en tant que photojournaliste, vous avez été confronté peut-être à la censure?
Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une liberté d'expression, que vous pouvez aborder tous les sujets, notamment des sujets sensibles, comme on voit avec l'exploitation des matières premières? C'est une question que je posais à la fois, du coup, peut-être à Finbar, à Gershom également. Est-ce que, du coup, vous avez été confronté à ça sur certains sujets? Oui, parfois on se sent menacé si on veut travailler sur un sujet quelconque. Par exemple, moi qui travaille actuellement sur un sujet qui parle des religions et tout, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, je me sens menacée par des responsables religieux, par la famille et tout mon entourage. Et en même temps, j'ai travaillé pendant les confinements totaux de la ville de Bukavu, dans la commune du Banda. J'ai été la seule femme qui a circulé dans toute la ville pour essayer de documenter. Ça n'a pas été facile. Ça a été dur. J'ai été arrêtée par la police. J'avais ma carte, j'avais un permis, mais ils voulaient juste compliquer les choses. Ils se sont dit, non, il n'y a pas on n'a jamais vu une femme photographe à Bukavu. Donc, dites-nous réellement pour qui tu travailles, ce genre de choses. Et c'est pas à toi de venir prendre ce genre d'informations. On voit des journalistes partout. Et pourquoi toi, ce genre de choses? Alors, j'ai essayé d'expliquer. Il y a des problèmes, il y a des complications de temps en temps. Il y a des sujets très sensibles aussi. Mais si on veut changer les choses avec le photojournalisme, il faut savoir comment faire les choses, comment travailler sur les sujets qu'on veut faire. Il faut savoir comment raconter les choses pour changer les choses et en même temps pour essayer de se faire comprendre car ce n'est pas toujours facile. Merci Raïssa. Et vous, Gershom, est-ce que vous avez été confronté à de la censure concernant votre travail sur place? Concernant la liberté d'expression? Ou même vous, Finbar, est-ce que vous avez été confronté à de la censure par rapport à certains sujets sensibles? Vous nous entendez, Gershom? Peut-être c'est la connexion du côté de Gershom, je pense qu'elle est un peu ralentie. C'est bon. Gershom, vous nous entendez? Ouais, ça va. Ah oui, ça Et va. vous? Du coup, je demandais, est-ce que avec votre travail de photojournaliste, vous avez été confronté à de la censure sur place concernant certains sujets? Je crois que la censure directement, c'est trop fort, vu que déjà je suis chez moi, je sais déjà comment ça bouge un peu partout. Donc, quand je suis sur terrain, j'essaie d'abord de voir avec des contacts. Oui, du coup, vous essayez de voir avec certains contacts sur place, c'est ça? Gershom, vous m'entendez? Alors, ouais, je disais que c'est pas toujours facile sur certains sujets parce que, par exemple, j'ai fait un sujet sur le Makala, la production de charbon de bois, et là, c'était pas facile parce que déjà, la partie là où il y a plus de, c'est une zone occupée par, entre guillemets, de groupes armés. Donc, je devrais être trop prudent sur ma sécurité personnelle. Et puis, aller photographier quelque part là où il y a de groupes armés, c'est pas chose facile parce que d'abord, ils protègent d'abord l'identité, c'est la chose la plus primordiale pour eux, je pense. Et puis, c'était aussi interdit la production de charbon. D'accord, merci Gershom. J'imagine que quand vous rendez dans des lieux où il y a des groupes armés, comment ça se passe? Ah, on a encore perdu. Où tu vas et comment tu prends quand tu y arrives. Mais généralement, on essaie de garder plus de distance, travailler dans des zones proches de là où il y a de forces gouvernementales, comme ça, on peut sécuriser, quoi. D'accord. Et moi, des fois, je me demande, est-ce que du coup, l'art, notamment dans la photographie, se heurte pas aussi à un plafond de verre? Peut-être, Finbar, s'il peut répondre.
Est-ce que même si le fait que vous avez été pendant 6 mois, vous avez couvert du coup avec ce reportage collaboratif Congo in Conversation, mais est-ce que du coup l'art, parce qu'on aimerait tous que l'art puisse être du coup un canal pour changer les choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre? Parce qu'on est bien d'accord qu'il faut que tout le monde puisse participer, la volonté politique, les institutions, dans le cas du Congo également l'accord des pays voisins pour changer les choses. Mais est-ce que pour vous l'art, avec ce que vous avez vécu pendant 6 mois, le projet Congo in Conversation, est-ce que vous avez vu du changement ou est-ce que vous vous heurtez à un plafond de verre, à une limite? Bon, j'espère que vous m'entendez. Là, je crois qu'il y a toujours des problèmes d'avancement dans les pays qui ont été tellement exploités. Développent une mentalité où ceux qui sont en pouvoir font tout ce qu'ils peuvent pour garder ce pouvoir et de bénéficier de toutes les façons possibles. Mais moi, ce qui me donne de l'espoir pour un pays comme le Congo, c'est vraiment la jeunesse. C'est eux qui sont vraiment en train de pousser pour le changement, pour le développement. Et pour donner encore un exemple avec l'éruption du volcan récemment, le mois passé à Goma, il n'y avait pas beaucoup d'assistance du côté gouvernemental au début. C'était vraiment les groupes de jeunes qui s'organisaient pour assister aux sinistrés, pour essayer de fournir de la nourriture pour les populations déplacées. Et ils se sont arrivés sur place bien avant les ONG, les humanitaires et avant le gouvernement. Et je crois que les photographes qui font partie de ce projet-là font partie de cette génération de jeunes, parce que le Congo, c'est un pays qui a une population assez jeune, qui ont vraiment envie de casser les façons de changer les façons de travailler, d'exister, de vraiment pousser pour que les institutions changent et deviennent plus efficaces. Et cet ancien système qui continue depuis l'époque coloniale belge au Congo, qui avait vraiment bénéficié peu de gens et la plupart de la population souffre. C'est dans la jeunesse où je mets beaucoup de mon confiance que le changement va venir, même si ça vient lentement. C'est vrai, je pense qu'on le voit vraiment beaucoup. La jeunesse prend les devants, la jeunesse essaye de changer les mentalités, essaye vraiment d'apporter une détermination au changement. Il y a vraiment cette volonté de voir un Congo nouveau, un Congo différent, un Congo sous un autre regard. D'où même le travail du coup de notre association Congo Paris ici du coup à la diaspora. Donc oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté avec la jeunesse qui se bat pour le changement. Finbar, bonsoir. J'avais une question étant donné qu'on vous a de confiance. Actuellement, il y a une espèce d'offensive gouvernementale. Je lisais il y a encore, je crois, quelques heures, que le président Tshisekedi a fait, par exemple, a tenu des propos qui disaient, bon, pas texto, mais qui disaient qu'en fait, que s'il n'avait pas réussi à sécuriser la zone, ce territoire à l'est du Congo, il aurait échoué dans son mandat. Et je voulais savoir, bon, mais depuis quelques semaines, il y a du monde dans les discours, il y a cette volonté offensive justement d'aller à l'offensive et justement de pacifier la zone. Je voulais savoir, vous qui étiez encore là-bas, et qui avait une certaine relation et puis une expérience avec la zone. Je voulais savoir par rapport à ce qui se passe ces dernières semaines, est-ce que vous sentez un changement? Bon, cette insécurité existe depuis plus de 25 ans. Alors, c'est pas quelque chose qui sera géré dans quelques semaines. Ils ont déclaré l'état de siège et le mois passé, ils ont mis en place les militaires en charge au lieu des gouverneurs civils. Mais il y a tellement de problèmes dans cette zone beaucoup de ces problèmes sont à cause de la richesse
sous la terre, c'est l'or et les autres ressources naturelles. Alors, on se demande aussi si c'est pas quelque chose pour que le gouvernement commence à contrôler ces ressources au lieu des groupes armés qui s'en occupent de toutes ces industries dans la zone. Alors vraiment, c'est pas quelque chose qui a beaucoup changé depuis les dernières semaines et c'est pas quelque chose qui sera. On va pas trouver une résolution dans quelques semaines ou quelques mois. Si ça c'était possible, on l'aurait déjà fait. Alors c'est quelque chose qui va continuer. Ça va prendre du temps, ça va prendre du volonté politique de plusieurs niveaux. Pas seulement juste on dit qu'on va pacifier les zones, c'est pas si facile que ça. J'avais une autre question parce que par rapport à vous qui avez l'expérience et le recul par rapport à l'est du Congo, j'ai l'impression qu'en fait sur l'est du Congo c'est un conflit. Alors c'est un conflit. Je pense que premièrement c'est un conflit qui est très difficile. C'est peut-être ceci explique peut-être cela. C'est un conflit qui est peut-être qui est très complexe et qui est très difficile. Je pense pour les citoyens lambda de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et est-ce que c'est pas quelque part, c'est pas quelque chose qui explique le fait que justement ce conflit soit si peu médiatisé et le choix justement de la fondation Carmignac justement de pointer le doigt justement sur cette région à travers le prix que vous avez obtenu. Oui, bon, le prix Carmignac s'en occupe normalement de deux thèmes principaux, c'est l'environnement et les droits de l'homme. Alors, au Congo, le conflit se concerne souvent à travers l'environnement, l'exploitation des ressources naturelles. Il y a absolument 2-3 acteurs, un groupe armé contre le gouvernement. Non, c'est pas ça. Il y a des douzaines et des douzaines de groupes armés qui sont soutenus par des différents acteurs locaux et internationaux. Et beaucoup de ces conflits sont autour de la terre, qui a le droit de cette partie de cette zone qui peut peut-être avoir accès à l'or ou les forêts ou d'autres ressources qui ont beaucoup de valeur. Alors, les tensions qui existent, on peut dire que c'est des tensions ethniques, ce qui est vrai d'un côté, mais ce sont aussi des tensions qui étaient créées par les Belges au niveau à l'époque coloniale, qui ont donné préférence à une groupe et pas l'autre. Et ces tensions existent toujours. Alors, on peut peut-être dire que tous ces problèmes sont liés à ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans dans ce pays. Et c'est les Belges qui ont vraiment créé certaines dynamiques entre les différents groupes pour exploiter. Et ces tensions existent toujours. Et c'est vraiment quelque chose de compliqué à plusieurs niveaux. C'est pour ça que je dis que ça ne sera pas rapidement pacifié. Et aussi pour les médias internationaux, c'est très difficile à gérer toutes ces nuances. Parce que souvent, surtout au niveau des journalistes étrangères, on vient pour quelques jours, quelques semaines pour faire un reportage sur peut-être l'Ebola ou peut-être sur les déplacés. Mais souvent, c'est difficile à vraiment montrer la situation globale et historique qui donne le vrai contexte de tout ce qui se passe dans cette zone, dans l'Est du Congo. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on est en train de faire avec notre projet, mais ça sera très difficile de tout montrer, mais on fait le maximum de montrer autant qu'on peut. Et pour rebondir sur cette difficulté des différents médias à montrer donc la réalité à l'est de la RDC, moi, ce qui me revient en tête, c'est également, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté aussi, pas forcément des médias, mais une volonté à maintenir le chaos dans cette région, parce que ça fait quand même plus de 25 ans. 25 ans, c'est énorme. Et j'ai aussi l'impression que les derniers propos du président Paul Kagame, le 18 mai, qui a tenu des propos du coup sur France 24 et RFI en disant, je cite,
Le président Rwanda a affirmé du coup qu'il n'y a pas eu de crime dans l'Est de la RDC, absolument pas. Et il a également répété que le rapport Mapping, qui répertorie les crimes en RDC de 1993 à 2003 par des experts de l'ONU, il a dit que ce rapport était très conversé et très politisé. Pour moi, ce sont des propos négationnistes. Ils ont suscité l'indignation en RDC et de la part de tous les Congolais et même d'autres experts. Est-ce que le fait que ce chaos dure au Congo, ce soit aussi, en fait, quelque part, en fait, par rapport aux propos de Paul Kagame, le reflet également du silence international. Le fait qu'il y a un manque de considération de cette guerre, un manque de considération, je dirais même, de la population congolaise, parce qu'on parle d'un pays quand même d'une zone où il y a des crimes, des exactions, des massacres, le droit humain est violé tous les jours. On compte près de, il me semble, j'avais lu 48 viols par heure. Donc est-ce qu'il n'y a pas également une volonté du coup des pays voisins également à maintenir ce chaos, et également des autres puissances à l'international? Oui, bien sûr. Ce que vous avez dit autour de la parole de Paul Kagame, de président de Rwanda, c'était toujours son position depuis des années. Pendant la guerre, il a nié qu'il y avait des troupes rwandais au Congo et on a toutes les évidences qu'il y avait des troupes rwandais. Et à un certain moment, il y avait des troupes rwandais, c'était accepté même par le gouvernement rwandais, mais il y avait plusieurs époques, plusieurs moments où il a dit qu'il n'y avait pas de militaires rwandais. Alors, c'est toujours sa position qu'il n'y avait pas de crimes de guerre, il n'y avait pas de massacres commis par les forces rwandais ou les forces liées au Rwanda. Mais je pense que ça, c'est juste une position qu'il va garder. C'est la politique, mais on sait très bien que les pays voisins se sont impliqués au Congo, non seulement au Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda. Et il y avait aussi Zimbabwe et Angola aux côtés du gouvernement pendant la guerre, la vraie guerre centrafricaine. Alors, il y avait plusieurs acteurs. Il continue à être des acteurs, non seulement des pays, mais des compagnies internationales qui achètent des minéraux en provenance du Congo. Et on sait aussi que le Rwanda et l'Ouganda ne produisent pas de l'or, mais ils sont des grands exporteurs de l'or. Alors, on se demande d'où vient cet or. On sait très bien que ça vient de l'Est du Congo. Alors, oui, le chaos dans cette zone, où l'instabilité, on peut dire, ça a beaucoup de bénéfices pour les acteurs qui profitent. Et la paix, c'est pas quelque chose qui profite beaucoup de gens. Alors, on voit ça, toutes les guerres à travers le monde sont gérées par l'avarice et par ceux qui veulent en profiter. Si c'est en Irak, en Afghanistan, n'importe où, la guerre, c'est pour profiter. Et l'instabilité donne l'opportunité pour les gens de continuer à profiter. Alors, même si le gouvernement dit qu'ils sont là pour pacifier la zone, moi, je ne le crois pas, personnellement. C'est l'instabilité qui donne beaucoup d'opportunités pour des différents acteurs de continuer à profiter et c'est la population qui continue à souffrir. Et c'est ça qu'on est en train de montrer dans nos reportages aussi. Exactement. C'est ça que je pense que c'est aussi important, le fait que d'avoir ce genre d'acteurs, photographes, photojournalistes, journalistes, la Fondation Carmignac, qui quelque part dénonce en fait aussi, montre la réalité du terrain avec tous ces reportages sur la vie des Congolais, l'Est de la RDC et cette guerre qui dure depuis près de 25 ans. Du coup, nous arrivons au terme de notre rencontre, mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être, Olivier? Moi, je vais juste dire une chose, c'est que oui, les photographes, les photojournalistes, tous les membres de notre communauté de photographes de Congo in Conversation, on est des témoins, on est là pour témoigner, aider les gens à comprendre le pays, voit les photos, mais aussi les gens à l'extérieur qui peuvent gagner un peu de compréhension sur le Congo. On ne sait jamais si nos images vont vraiment changer les choses, mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment de témoigner, de montrer et de garder les images pour montrer ce qui se passe en ce moment.
Et je félicite les photographes congolais qui ont fait vraiment un travail extraordinaire pendant l'année passée, et aussi pour la Fondation Carmagnac qui a vraiment soutenu leur travail aussi. C'était vraiment quelque chose de vraiment spécial pour moi d'avoir participé avec. Moi, j'avais peut-être une question pour Gershom et Raïssa. Ils sont actuellement à Goma, et suite justement à l'éruption du Nyiragongo, on voulait savoir juste là, à l'instant T, comment ça se passe pour les populations, comment ça se passe pour vous, quoi. En fait, moi, je suis à Bukavu et j'ai documenté d'ici des gens qui venaient de Goma pour se réfugier à Bukavu. Donc, c'était dur pour les gens. Il y a beaucoup de mamans, beaucoup de familles qui ont perdu des enfants. Donc, c'était trop dur pour les familles, pour les familles d'accueil ici à Bukavu, pour les camps. Ils ne pouvaient pas recevoir tout le monde. C'était compliqué. Il y a les gens, les militants de la lucha qui ont travaillé pour genre rendre propre les camps pour accueillir les gens de Goma et tout. Donc, pour ce qui concerne la situation à Goma, Gershom est le mieux placé pour répondre à cette question-là. Gershom? Ouais, je suis là. Alors, pour le moment, nous sommes en train de voir les mouvements de la population entrer et rentrer dans la ville. Mais par exemple, les sinistrés à Afrique, moi personnellement, chez moi, ça n'a pas été touché. Mais pour les personnes qui ont tout perdu, ils sont entre les deux. Donc, c'est un chaos total. Bien sûr, il y a des organisations qui ont commencé à apporter plus d'aide. Mais il y a encore une grande question, c'est le logement. Le gouvernement a promis des trucs, et puis il y a aussi des organisations qui essaient d'accompagner les gouvernements. Mais vu que vous le savez, donc le processus est encore long, donc ça prend encore plus de temps pour que les gens reprennent leur vie normale. Donc, pour les sinistrés, c'est encore la catastrophe. Ils ont tout perdu et ils n'ont pas assez d'assistance pour reprendre leur vie normale. Merci, merci Gershom pour ton retour. Et juste ce que je voulais ajouter pour nous en conclusion, alors après ce que vient juste de dire Gershom, ça fait peut-être un grand écart, mais c'est le côté positif en fait de leur reportage. Si on veut que quelqu'un s'intéresse à une zone, il faut que la personne ait de l'empathie, il faut que la personne puisse s'identifier, et que c'est extrêmement important. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau dans tous les reportages qu'ils ont produits. Absolument. C'est le côté positif en fait, c'est cette énergie. Si on avait montré quand on va quelque part, et je pars en connaissance de cause parce qu'au prix Carmignac, on a couvert la Libye avec l'esclavage des migrants. Enfin, on a découvert des sujets très durs depuis 10 ans. C'est des sujets qu'on sait maintenant comment traiter. Et que là, ce qui est très très beau dans ce projet-là, et c'est peut-être parce que aussi c'est la première fois qu'on travaille avec vraiment des photographes locaux, c'est cet espoir qu'il y a derrière. Enfin, même pas espoir, parce qu'espoir, ça voudrait dire qu'il y a du négatif. C'est même pas ça en fait. C'est l'énergie et c'est le positif, et c'est l'image du pays. Voilà. Parce qu'on sait qu'un photographe, quand il va traiter de son pays, mais même un Français en France, il va parler principalement de sujets sociaux, ce qui est normal parce que c'est les choses sur lesquelles c'est les choses qu'il vit et sur lesquelles il travaille au quotidien. Et que nous, vraiment, cette expérience-là voilà, c'est quelque chose qui a été important, et je vous le dis parce qu'on nous l'a dit en fait aussi quand on a fait l'exposition à Paris. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont venus vers nous, ils nous ont déjà dit en premier, on a découvert le Congo, et après on a compris qu'il y avait aussi des problèmes, parce que pour eux c'est simplement, quand ils regardent les médias, et ben ils vont voir comme on a encore eu il y a quelques jours Nord Kivu, 32 morts voilà. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau dans le projet, et qui fait que toute cette équipe de photographes a travaillé ensemble, a pu mettre en place.
Merci pour ce rappel, Émeric. Et le reportage continue, c'est ça, à Anvers, il me semble. Alors, le reportage continue encore en ligne, voilà, pour quelques mois au moins, on espère plus. Il a été montré du coup à Paris, et là, l'exposition de Paris arrive à Anvers le 26 juin, je crois, c'est ça, 26 juin, pour un mois, et va continuer à voyager tout au long de l'année. Donc là, on en profite vu qu'on est tous ensemble. S'il y a des élus locaux qui nous regardent, tout simplement, Émeric, voilà, si par exemple je suis un élu local, voilà, et que voilà, je tombe sur cette magnifique exposition, Congo in Conversation, comment ça se passe justement pour l'accueillir dans ma ville? Écoutez, c'est très simple. On a créé ce qu'on appelle un set d'exposition extérieure qu'on prête gratuitement aux municipalités ou aux musées ou institutions qui peuvent être intéressées, qui est un set qui est complètement, j'ai perdu le mot, qui n'est pas figé, qui s'adapte aux endroits d'accueil et aux volontés de la personne qui veut le montrer. Et plus ils voyagent, plus nous on est heureux, parce que vraiment l'idée c'est de faire découvrir le projet, les photographes et le Congo. Entendu. Donc s'il y a des élus locaux qui nous regardent, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment des photos, c'est vraiment des photos magnifiques. Et le but c'est que ça soit vu par le maximum de personnes. Bon, enfin, je sais pas s'il marche. En fait, on va tout faire pour que ça voyage en Seine-Saint-Denis. Donc, on est un peu sur le coup et on vous tiendra informé quand ça va se faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de populations issues du continent et d'enfants qui n'ont pas été sur le continent, qui ont besoin de voir les images de certaines villes africaines, de paysages africains, et qui sont un peu positives, parce que je crois que c'est important de leur montrer cette dynamique. Donc, je pense que c'est très important que ça puisse voyager aussi dans les périphéries. Donc, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Donc, ça, c'est une des réponses pour Olivier. Et je vous remercie tous ce soir. Donc, les amis congolais, les amis qui sont en Éthiopie, les gens ici à Paris, d'être ici, et notre public, bien sûr. Et si vous êtes à Paris, vraiment, je vous conseille de voir l'exposition Kinshasa Chronique. Il y a un catalogue aussi d'expositions. Elle peut se voir d'une manière virtuelle, parce qu'il y a des visites virtuelles jusqu'au 5 juillet. Il faut juste regarder sur le site de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et donc, il y a le très beau livre Congo in Conversation de la Fondation, voilà, du prix, excusez-moi. Et on espère qu'elle va itinérer un peu partout en Europe. Et peut-être, ça serait bien qu'elle parte au Congo, peut-être un jour. On y travaille, on espère. Je pense que ça serait extraordinaire qu'elle retourne, qu'elle aille au Congo. Nous, malheureusement, on espérait que l'exposition parte à Kinshasa. Mais malheureusement, avec la Covid, c'est plus possible. Mais bon, donc, moi, je voulais juste, franchement, les photographes présentés, vous êtes formidables. Et vraiment, on a hâte de voir les nouveaux reportages que vous allez faire. Donc, merci mille fois de votre témoignage et merci mille fois des autres photographes. Et Finlay, je pense que merci pour ce magnifique projet, parce que c'est vraiment... vous avez montré votre générosité du partage et de l'échange et de la confiance que vous avez eue avec les photographes. Et donc, je crois que c'est vraiment une très, très grande leçon que vous nous donnez. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Et j'espère à Paris un jour. Au 3. Merci. Merci. Merci à tous les participants. Je reviens du coup sur ce qu'elle a dit, Fiona. Merci, c'était vraiment un travail de qualité. Merci à tous les photographes. Même moi qui suis congolaise, je découvre encore le Congo grâce à vous, grâce à vos photos, grâce à votre talent. Merci à Pimba, merci à Carmignac, merci à Gercho, à Aïssa, également à tous vos collègues photojournalistes. Vraiment, vous nous avez fait découvrir le Congo et encore plus l'aimer davantage. L'aimer et en parler également autour de nous. Encore bravo à vous et encore bon courage aussi pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à toutes, au public, merci à tous. Merci à Émeric, de la Fondation du prix Carmignac. Merci Olivier de Congo à Paris. Merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de nous accueillir. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé et qui a fait en sorte que nous puissions avoir cette rencontre, parce qu'il y a une grande équipe derrière également. Merci beaucoup. Merci.